Il suffit parfois d'une seule phrase pour fissurer une image publique construite pendant des décennies. Dans le cas de Charles Spencer, frère de Diana, cette phrase concerne un épisode profondément intime. Son divorce avec Victoria Aitken et le départ de leurs enfants vers l'Afrique du Sud. Pendant près de 30 ans, le public a surtout retenu l'image d'un père blessé, séparé de ses enfants et contraint de se battre pour maintenir le lien familial. Mais une déclaration récente, telle qu'elle est rapportée dans le document source, introduit une nuance troublante. Spencer aurait lui-même accepté ce départ, reconnaissant qu'il ne se sentait pas capable d'élever seuls 4 enfants encore très jeunes. Cette précision ne suffit pas, à elle seule, à condamner l'ensemble de son récit. Les divorces sont complexes, les décisions évoluent, et les conflits familiaux peuvent naître après des accords initialement consentis. Pourtant, elle soulève une question essentielle. Comment une version personnelle des événements devient-elle, avec le temps, une vérité collective? Et surtout, que se passe-t-il lorsque cette version commence à se fissurer? Car Charles Spencer n'est pas une personnalité ordinaire. Depuis la mort tragique de Diana, il s'est imposé comme l'un des principaux gardiens de sa mémoire, celui qui, lors de ses funérailles, avait osé défier symboliquement l'institution royale devant le monde entier. Protecteur de sa sœur, défenseur de ses neveux, propriétaire d'Althorp et témoin privilégié d'une histoire familiale devenue universelle, il a bâti une grande partie de son autorité publique sur une promesse implicite, dire ce que les autres taisèrent. Dès lors, la moindre contradiction dépasse largement le cadre d'un ancien divorce. Elle oblige à revenir sur la fabrication d'un récit, sur la frontière fragile entre mémoire, perception et vérité, mais aussi sur la manière dont les grandes figures publiques contrôlent ou tentent de contrôler leur propre histoire. C'est cette zone d'ombre que nous allons explorer, non pour prononcer un verdict définitif contre Charles Spencer, mais pour comprendre ce que ses propres déclarations révèlent sur la puissance des récits qui façonnent encore aujourd'hui notre vision de Diana, de William, de Harry et de la monarchie britannique. Et c'est précisément à partir de cette contradiction apparente que commence le véritable examen du personnage public de Charles Spencer. Car derrière une simple précision sur un divorce ancien se cache une question beaucoup plus vaste. Comment une version des faits s'installe-t-elle durablement dans l'opinion, jusqu'à devenir presque impossible à distinguer de la réalité elle-même? Pendant des années, le récit dominant a présenté Spencer comme un père profondément blessé par l'éloignement de ses enfants, confronté à une séparation géographique et familiale douloureuse. Or, selon le document source, il aurait récemment reconnu avoir accepté le départ de Victoria Aitken vers l'Afrique du Sud avec leurs enfants, expliquant qu'il ne se sentait pas en mesure d'assumer seul 4 enfants, âgés de moins de 6 ans. Cette déclaration ne permet pas, à elle seule, de reconstruire toute la chronologie du divorce, mais elle change profondément l'angle sous lequel on peut relire cette période de sa vie. C'est ici que la nuance devient essentielle. Accepter un départ à un moment donné ne signifie pas nécessairement accepter toutes les conséquences qui en découleront. Un accord initial peut se transformer en conflit lorsque les circonstances changent, lorsque la distance devient plus difficile à supporter ou lorsque surgissent des désaccords sur l'éducation, la garde ou les modalités de visite. Il est donc parfaitement possible qu'une décision consentie au départ ait ensuite donné lieu à des tensions judiciaires et émotionnelles beaucoup plus importantes.
Le document lui-même envisage cette hypothèse, mais il souligne surtout que cette dimension aurait longtemps été absente de l'image publique associée à Charles Spencer. C'est précisément cette absence, davantage que la décision elle-même, qui mérite aujourd'hui d'être interrogée. Dans l'espace médiatique, les histoires complexes survivent rarement dans toute leur ambiguïté. Elles sont simplifiées, condensées, réduites à quelques rôles facilement identifiables. Dans un divorce très médiatisé, il faut souvent un parent qui souffre, un autre qui part, des enfants au centre de la tempête et une bataille censée donner un sens moral à l'ensemble. Dans le cas de Spencer, l'image du père séparé de ses enfants s'est intégrée progressivement à un portrait plus vaste, celui d'un homme confronté très tôt aux fractures familiales, mais déterminé à défendre les siens contre ce qu'il considère comme des forces plus puissantes que lui. Cette image allait acquérir une dimension presque historique quelques années plus tard, après la mort de Diana. Lorsque Charles Spencer prend la parole à Westminster Abbey en septembre 1997, il ne parle plus seulement comme un frère endeuillé. Devant la famille royale, les responsables politiques et une audience mondiale, il formule une critique qui frappe par sa force. Il insiste sur la vulnérabilité de Diana face à la pression médiatique et promet que sa famille de sang jouera un rôle dans la protection de William et Harry. Ce discours devient immédiatement l'un des moments les plus marquants des funérailles. À partir de là, Charles Spencer n'est plus seulement un aristocrate britannique appartenant à une vieille famille. Il devient une voix morale dans le récit posthume de Diana. Pour une partie du public, il représente celui qui a osé dire ce que l'institution ne disait pas. Celui qui semblait capable de confronter le palais, la presse et l'establishment au nom d'une vérité familiale. Cette position lui confère une puissance symbolique considérable, mais elle crée également une exigence. Lorsque l'on bâtit son autorité sur la franchise et sur le courage de dire des vérités dérangeantes, la cohérence de son propre récit devient inévitablement un élément de crédibilité. C'est précisément pourquoi une déclaration concernant son divorce peut prendre aujourd'hui une importance disproportionnée. Il ne s'agit pas de juger une décision prise par un père dans des circonstances privées dont nous ne connaissons pas tous les détails. Reconnaître que l'on ne pouvait pas, à un moment précis, élever seuls 4 très jeunes enfants peut même être interprété comme une forme de lucidité. Mais si cette décision a effectivement été consentie, alors le récit public doit intégrer cette information. Le problème ne réside pas nécessairement dans ce qu'il a fait. Il réside dans l'écart possible entre ce qui a été vécu, ce qui a été raconté et ce que le public a fini par croire. C'est là que l'affaire devient particulièrement révélatrice de la mécanique médiatique. Une personnalité ne contrôle jamais entièrement ce que les journaux, les biographes ou les téléspectateurs retiennent d'elle, mais elle peut contribuer à orienter cette perception par ses interviews, ses livres, ses silences et les détails qu'elle choisit de mettre en avant. Au fil des années, ces éléments finissent par former une architecture narrative. Certaines pièces sont répétées jusqu'à devenir centrales. D'autres disparaissent, presque totalement. Dans le document qui sert de point de départ à cette analyse, l'auteur va beaucoup plus loin et interprète la nouvelle déclaration comme la preuve que Charles Spencer aurait volontairement laissé s'installer une version avantageuse de son histoire familiale. Une telle conclusion doit cependant rester une hypothèse, tant que l'on ne dispose pas d'éléments permettant de démontrer une volonté consciente de tromper. Entre le mensonge délibéré et le souvenir
parfaitement objectif, existe tout un territoire, celui de la mémoire sélective, de la reconstruction personnelle et de la simplification médiatique. Mais cette prudence ne rend pas la contradiction moins intéressante. Au contraire, elle permet de poser une question plus profonde. Charles Spencer est-il seulement le témoin de son histoire, ou en est-il également le principal narrateur? Et si tel est le cas, jusqu'à quel point les récits qu'il a imposés au fil des décennies ont-ils influencé notre compréhension de sa famille, de Diana et même de la monarchie britannique? Car une fois cette interrogation ouverte, il devient impossible de s'arrêter à son divorce. La position qu'il a occupée après 1997, sa relation avec Althorp, la conservation de la mémoire de Diana et sa proximité revendiquée avec une histoire royale devenue mondiale, prennent soudain une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus simplement d'examiner un homme confronté à ses propres contradictions, mais de comprendre comment une autorité morale se construit, se maintient, et peut commencer à se fissurer lorsqu'un détail ancien revient perturber la cohérence du récit. Et c'est justement cette autorité, étroitement liée à Diana, à Althorp et à l'image du frère protecteur, qu'il faut désormais analyser de plus près. Et c'est précisément cette autorité, étroitement liée à Diana, à Althorp et à l'image du frère protecteur, qu'il faut désormais analyser de plus près. Car la véritable force publique de Charles Spencer ne repose pas uniquement sur son titre, son patrimoine ou son appartenance à l'aristocratie britannique. Elle repose surtout sur une position unique, celle d'un homme qui peut parler de Diana non comme un historien, un journaliste ou un biographe, mais comme son frère. Cette proximité familiale lui confère depuis des décennies une légitimité particulière. Lorsqu'il évoque l'enfance de la princesse, leurs parents, les fractures de la famille Spencer ou les pressions auxquelles Diana aurait été soumise, ces paroles prennent immédiatement une dimension différente. Elles semblent provenir de l'intérieur même de l'histoire. Et c'est précisément cette impression d'accès privilégié à la vérité qui a contribué à construire son autorité morale. Après la mort de Diana, cette autorité s'est encore renforcée. Althorp, le domaine ancestral de la famille Spencer, est devenu bien davantage qu'une propriété aristocratique. Le lieu s'est chargé d'une puissance symbolique considérable, notamment parce qu'il est directement associé à la mémoire de la princesse. Dans le document source, Althorp est présenté comme une pièce centrale du récit public de Charles Spencer. Un espace familial, historique, patrimonial, mais aussi un élément durable de sa présence médiatique. Le texte va jusqu'à suggérer qu'en entretenant l'image du frère protecteur et du gardien de la mémoire de Diana, Spencer préserverait également l'intérêt du public pour le domaine, ses publications et ses interventions. Cette lecture mérite cependant d'être nuancée. Le fait d'ouvrir un domaine historique au public, de publier des livres ou de participer à des conférences ne constitue pas en soi la preuve d'une instrumentalisation de la mémoire familiale. Les grandes propriétés britanniques nécessitent des moyens considérables pour être entretenues, restaurées et transmises. Pourtant, le document soulève malgré tout une question pertinente. Lorsqu'un patrimoine, une histoire familiale et une réputation personnelle deviennent étroitement imbriqués, où s'arrête la mémoire privée et où commence la construction d'une marque publique. Dans le cas de Charles Spencer, cette frontière est particulièrement difficile à tracer. Son identité médiatique est indissociable de celle de Diana. Chaque fois qu'il revient sur leur enfance, sur les blessures du passé ou sur son regard à propos de la monarchie,
il nourrit inévitablement un récit plus large, celui d'une famille Spencer, présentée comme la contrepartie émotionnelle de l'univers Windsor. D'un côté, l'institution royale, ses règles, son protocole, son silence. De l'autre, la famille maternelle de Diana, censée incarner une parole plus directe, plus affective et parfois plus critique. Cette opposition a profondément marqué la perception du public après 1997. Charles Spencer a alors occupé un espace laissé vacant par la disparition de sa sœur. Il pouvait parler de ses émotions, de ses blessures, de ses inquiétudes, mais également de ce qu'il estimait que Diana aurait voulu pour ses fils. Cette position était extrêmement puissante, car Diana elle-même ne pouvait plus répondre, préciser ou nuancer les interprétations formulées en son nom. C'est ici que commence le problème de toute mémoire posthume. Lorsqu'une personnalité disparaît, ceux qui restent deviennent les interprètes de son histoire. Mais aucun interprète, même un frère, ne possède un accès absolu à la pensée d'un autre être humain. Charles Spencer peut raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a compris de sa sœur. Pourtant, ses souvenirs restent nécessairement filtrés par sa propre expérience, son caractère, ses blessures et la manière dont sa relation avec Diana a évolué au fil du temps. Le document source invite justement à reconsidérer cette mécanique. Il ne prétend pas seulement qu'une contradiction existerait à propos de son divorce. Il avance que cette contradiction pourrait révéler une manière plus générale de sélectionner et d'organiser les faits afin de construire un récit favorable. Là encore, il serait excessif de transformer cette hypothèse en certitude, mais elle permet de poser une question essentielle. Lorsqu'un homme contrôle pendant des années une grande partie de son propre récit public, jusqu'à quel point ce récit reflète-t-il l'ensemble de la réalité? Et jusqu'à quel point reflète-t-il surtout sa propre perspective? Cette question devient particulièrement importante lorsqu'on observe le contraste entre les différentes voies disponibles. Victoria Aitken, première épouse de Charles Spencer, a été beaucoup moins présente dans l'espace médiatique. Le document insiste sur cette asymétrie. L'une des parties a raconté, expliqué et commenté. L'autre est restée largement silencieuse. Or, le silence ne signifie ni accord ni désaccord. Il ne confirme aucune version. Mais il rappelle que l'histoire publique d'un divorce peut être façonnée principalement par celui qui accepte de parler. Dans l'univers médiatique, cette différence est décisive. Celui qui écrit ses mémoires fixe des dates et des souvenirs. Celui qui donne des interviews impose des formules. Celui qui possède une tribune peut réexpliquer les événements jusqu'à ce qu'une interprétation devienne familière au public. Progressivement, cette version cesse d'être perçue comme le témoignage d'un individu et commence à ressembler à l'histoire elle-même. C'est probablement ce mécanisme qui rend la déclaration récente attribuée à Spencer si sensible. Si l'on accepte qu'il ait effectivement consenti au départ de ses enfants vers l'Afrique du Sud, il ne faut pas en conclure automatiquement que sa souffrance ultérieure était artificielle. Il faut plutôt reconnaître que la réalité pourrait avoir été beaucoup plus complexe que la narration simplifiée qui s'est installée avec le temps. Un père peut accepter une décision pratique, puis en mesurer douloureusement les conséquences. Il peut considérer une solution comme nécessaire avant de la regretter. Il peut ensuite entrer dans un conflit juridique véritable sans que l'accord initial cesse, pour autant, d'avoir existé. Mais lorsque cette nuance n'apparaît que tardivement, elle modifie forcément le regard du public. Et cette modification dépasse Charles Spencer lui-même.
Elle touche la manière dont nous devons traiter toutes les sources qui prétendent nous raconter l'histoire de Diana. Pendant près de 30 ans, une grande partie de la mémoire publique de la princesse a été façonnée par des témoignages, membres de la famille, anciens employés, amis, journalistes, biographes, responsables royaux. Chacun apporte une pièce du puzzle, mais chacun possède également son propre angle. Dans ce contexte, Charles Spencer doit être considéré non comme le dépositaire exclusif d'une vérité définitive, mais comme une source parmi d'autres, certes extrêmement importante, mais soumise aux mêmes exigences de vérification et de comparaison. Sa proximité avec Diana donne du poids à ses paroles. Elle ne les transforme pas automatiquement en faits incontestables. Cette distinction devient encore plus sensible lorsqu'on pense à William et à Harry. Après la disparition de leur mère, le discours public a souvent présenté les Spencer comme un refuge sentimental face au monde institutionnel des Windsor. Le frère de Diana semblait incarner le lien direct avec la famille maternelle, avec l'enfance de leur mère et avec une mémoire censée rester extérieure au palais. Pourtant, les relations familiales évoluent. Les enfants deviennent adultes, les souvenirs se confrontent à leurs propres expériences. Et la vision qu'un oncle possède de leur mère n'est pas nécessairement celle qu'eux-mêmes choisissent de retenir. C'est pourquoi le véritable enjeu dépasse aujourd'hui la question d'un divorce ancien. Il concerne la manière dont une voix personnelle devient progressivement une autorité historique. Charles Spencer a contribué de manière profonde à la construction de la mémoire publique de Diana. Mais si son propre récit peut comporter des zones d'ombre, des simplifications ou des contradictions, alors cette mémoire mérite, elle aussi, d'être examinée avec davantage de distance. Non pour effacer sa parole, mais pour lui redonner sa juste place. Celle d'un témoin directement impliqué, et non celle d'un arbitre absolu de la vérité. Et c'est précisément à partir de cette distinction que s'ouvre le dernier chapitre. Car derrière la controverse autour de Charles Spencer se cache finalement une question beaucoup plus vaste. Pourquoi le public, les médias et parfois même les historiens ont-ils autant besoin de récits simples, de héros clairement identifiés et de coupables désignés? C'est dans cette mécanique de croyance, de mémoire et de mise en scène que se trouve peut-être la véritable portée de cette affaire. C'est dans cette mécanique de croyance, de mémoire et de mise en scène que se trouve peut-être la véritable portée de cette affaire. Car au-delà de Charles Spencer, ce sont nos propres réflexes face aux récits médiatiques qui sont interrogés. Pendant des décennies, le public a souvent cherché à comprendre la famille royale britannique à travers des figures clairement définies. Les victimes, les protecteurs, les institutions froides, les proches courageux, les héritiers prisonniers du protocole. Cette simplification permet de donner un sens immédiat à des situations extrêmement complexes. Mais elle produit également un danger. À force d'attribuer à chacun un rôle précis, on finit par oublier que les personnes réelles ne se comportent jamais de façon parfaitement cohérente avec le personnage que l'opinion leur a assigné. Charles Spencer en fournit aujourd'hui un exemple particulièrement intéressant. Dans le document source, l'auteur estime que la contradiction autour de son divorce devrait conduire à reconsidérer l'ensemble de son image publique, depuis son enfance jusqu'à ses relations avec Diana, William, Harry et la monarchie. Cette conclusion est spectaculaire, mais elle demande à être examinée avec davantage de rigueur. Une incohérence
même importante, ne suffit pas à invalider automatiquement toutes les déclarations passées d'un individu. Elle suffit en revanche à rappeler qu'aucun témoignage ne doit être accepté sans contextualisation. C'est une distinction essentielle. Il existe une différence fondamentale entre dire « cette personne a donné deux versions qui paraissent difficiles à concilier » et affirmer « cette personne ment donc surtout ». La première démarche relève de l'analyse journalistique. La seconde appartient davantage au jugement définitif. Or, dans le cas de Charles Spencer, le véritable intérêt n'est pas de transformer brutalement le frère protecteur en manipulateur absolu. Il est de comprendre comment un homme peut simultanément être sincère dans certaines convictions et reconstruire certains épisodes de son propre passé à travers le filtre de la mémoire, du regret ou de la justification. La mémoire humaine n'est pas une archive parfaite. Avec le temps, nous réorganisons les événements, nous donnons davantage de poids à certains moments et nous en minimisons d'autres. Une décision prise 30 ans plus tôt peut être racontée différemment selon l'âge, l'expérience et la compréhension que nous avons aujourd'hui de ses conséquences. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une personne invente volontairement. Mais lorsqu'elle devient une personnalité publique, cette évolution de la mémoire prend une dimension nouvelle, parce que ses paroles ne restent plus dans l'espace privé. Elles deviennent des documents médiatiques, des citations, des passages de livres et parfois des éléments intégrés à la mémoire collective. C'est là que l'histoire de Charles Spencer rejoint celle de Diana. Depuis la disparition de la princesse, presque toutes les grandes interprétations de sa vie ont été produites par des personnes qui lui ont survécu. Parents, amis, employés, journalistes, biographes et membres de la famille royale ont progressivement constitué un immense ensemble de récits parfois complémentaires, parfois contradictoires. Chacun affirme avoir connu une partie de la vérité. Mais aucun ne peut parler à la place de Diana de manière définitive. Le danger commence lorsque l'un de ces témoins est élevé au rang de dépositaire absolu de la vérité. La proximité familiale de Charles Spencer lui donne évidemment une légitimité particulière. Elle ne le rend pourtant pas infaillible. Son regard sur Diana reste celui d'un frère, avec tout ce que cette relation comporte d'amour, de tensions éventuelles, de souvenirs partagés et de perceptions subjectives. Ces paroles doivent donc être considérées comme des témoignages précieux, mais toujours replacés dans un ensemble plus large. Le document source franchit un pas supplémentaire, en se demandant ce que William et Harry auraient pu eux-mêmes observer dans leur relation avec leur oncle. Il suggère que la distance apparente entre les princes et Charles Spencer pourrait prendre un nouveau sens si l'on considère les contradictions relevées dans son propre récit familial. Cette hypothèse est séduisante sur le plan narratif, mais les éléments présentés ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un conflit précis. Une absence publique, une moindre visibilité ou un silence médiatique ne constituent pas des preuves suffisantes d'une rupture familiale. Pourtant, cette interrogation reste intéressante parce qu'elle montre à quel point le public continue de projeter sur William et Harry les enjeux symboliques hérités de Diana. Pendant longtemps, les deux princes ont été présentés comme placés entre deux héritages, celui des Windsor et celui des Spencer. Leur oncle avait incarné, après 1997, la promesse d'un lien avec la famille maternelle, loin des mécanismes institutionnels de la monarchie. Mais William et Harry sont désormais des hommes adultes, capables de produire leur propre récit sur leur mère et leur enfance.
Ils n'ont plus besoin que d'autres interprètent nécessairement cette mémoire à leur place. C'est probablement là que se situe une évolution fondamentale. Pendant des années, Charles Spencer pouvait être perçu comme l'un des principaux représentants publics de la mémoire de Diana. Aujourd'hui, cette mémoire est devenue beaucoup plus fragmentée. William la protège à sa manière, souvent dans un registre plus institutionnel et plus discret. Harry, de son côté, en a parlé publiquement à travers des interviews et des récits personnels beaucoup plus directs. Ces différentes voix ne racontent pas toujours la même histoire, mais elles rappellent qu'aucun membre de la famille ne peut revendiquer seul le monopole du passé. La controverse autour du divorce de Charles Spencer arrive donc à un moment où cette autorité narrative est déjà en train d'évoluer. Elle agit moins comme une révélation définitive que comme un révélateur. Elle montre à quel point une réputation peut être construite sur quelques grands épisodes répétés pendant des années. Le frère de Diana, le discours des funérailles, le protecteur des princes, le propriétaire d'Althorp, le critique du système royal. Lorsque l'une de ces briques narratives se fissure, le public commence naturellement à regarder les autres avec davantage d'attention. Mais cette vigilance doit rester équitable. Reconsidérer ne signifie pas condamner. Vérifier ne signifie pas accuser. Douter ne signifie pas effacer tout ce qui a été dit auparavant. Le véritable travail journalistique consiste précisément à maintenir cette tension entre scepticisme et prudence. Ce que cette affaire rappelle surtout, c'est que l'authenticité elle-même peut devenir une image publique. Une personnalité peut être perçue pendant des années comme celle qui dit la vérité, jusqu'à ce que cette réputation devienne presque indépendante du contenu réel de ses propos. À ce moment-là, le public ne juge plus chaque déclaration séparément. Il accorde sa confiance au personnage. Charles Spencer a bénéficié de cette position après la mort de Diana, en particulier parce que son discours de 1997 semblait rompre brutalement avec la retenue institutionnelle habituelle. Le courage apparent de cette prise de parole a durablement influencé la manière dont ces déclarations ultérieures ont été reçues. Or, aucune personnalité ne devrait être dispensée de vérification simplement parce qu'elle s'est construite une réputation de franchise. Inversement, une contradiction ne devrait pas suffire à détruire 30 années de témoignages sans examen précis. Entre ces deux excès se trouve la seule position réellement solide. Comparer les dates, confronter les versions, distinguer les faits des interprétations et accepter que certaines questions restent ouvertes. C'est peut-être ce qui rend finalement l'histoire de Charles Spencer plus intéressante que le scandale annoncé par le document source. Derrière le récit d'un homme qui aurait soudainement contredit son propre passé, apparaît une réflexion beaucoup plus profonde sur la manière dont nous fabriquons nos héros, nos victimes et nos gardiens de la mémoire. Nous demandons souvent aux personnalités publiques d'être parfaitement cohérentes pendant toute une vie. Nous oublions pourtant que leur histoire est racontée à différents moments, dans différents contextes, avec des émotions et des intérêts qui évoluent. Charles Spencer restera donc une source incontournable pour comprendre une partie de l'histoire de Diana. Mais il ne devrait jamais être considéré comme la seule voix capable de définir cette histoire. Ces déclarations doivent être examinées comme celles de tout témoin directement impliqué, avec respect, mais aussi avec distance critique. Et c'est précisément là que se trouve la conclusion la plus importante. L'affaire ne démontre pas nécessairement l'effondrement total de la crédibilité de Charles Spencer.
Elle rappelle plutôt que les récits les plus puissants sont souvent ceux que nous avons cessé de questionner. Dès qu'une contradiction apparaît, ce n'est pas seulement un homme que nous devons réexaminer, mais notre propre manière de croire aux histoires que les médias, les familles célèbres et les personnalités publiques nous racontent depuis des décennies.